Et on est toujours donc en direct de la Maison internationale des langues et des cultures sur Radio Anthropocène dans le cadre du séminaire scientifique des masters GTDL. Et à présent, dans cette journée consacrée aux marges métropolitaines, on a décidé de nous intéresser aux populations à l'écart du fait métropolitain et de ses promesses de croissance économique infinie. Les métropoles, elles ont vu le jour, on l'a vu, administrativement à la suite de la crise de 2008 et de la volonté d'en faire des locomotives économiques du pays, de la centralisation des activités et d'une croyance dans le fait qu'elles tireraient les autres territoires derrière elles. Mais ce narratif, il s'est un petit peu heurté à la réalité et aujourd'hui on observe une fracture territoriale grandissante entre des métropoles et le reste du territoire, mais également entre les différentes populations et les communautés habitant en leur sein. C'est aussi une fracture politique, la métropolisation du territoire, en éloignant encore davantage les instances décisionnelles des citoyens, accentue le sentiment de mise à distance, donc du politique. Et c'est avec mes trois invités que nous allons tenter de mieux cerner les contours des populations marginalisées par la métropolisation. À commencer par Julie Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Vous êtes architecte, vous faites partie de l'ALCA, laboratoire d'architectes, lutteurs, chercheurs et artistes qui tentent de comprendre comment la ville se fabrique à l'encontre de ceux qui l'effraient, notamment les plus précaires. Un grand merci d'être avec nous. Également, on est en compagnie d'Hugo Rib. Bonjour. Bonjour. Alors Hugo, vous êtes photographe au sein du collectif Item et vous installerez l'exposition Au pied du mur à partir du 3 février sur le site de la Manufacture des Tabacs. Cette exposition, vous la décrivez comme un récit pluriel de la jeunesse des quartiers populaires de 4 volets réalisés entre 2021 et 2025, mêlant photographie, vidéo et création sonore. C'est bien ça ? C'est ça. Et enfin, on est avec Guillaume Gourgue, maître de conférence en sciences politiques à l'université Lumière Lyon 2 et spécialiste des enjeux de démocratie participative. Bonjour et merci beaucoup de votre présence. Bonjour. Alors, Hugo Rib, je voudrais commencer avec vous, car vous nous dites dans cette exposition que les jeunes des quartiers que vous étudiez ne sont pas des individus en marge, mais des acteurs à part entière d'une société en tension. Et du coup, ça m'intéresse parce que ça balaie immédiatement mon sujet d'émission. Donc, si on ne parle pas de marge, de quoi est-ce qu'on parle ? Je réfléchissais à cette question de marge, parce que quand j'ai pensé à la marge, alors moi je ne suis pas universitaire, quand j'ai pensé à la marge, j'ai pensé au bord, quoi. On prend une carte, on regarde ce qu'il y a sur les côtés. Et ce qui est intéressant, moi je travaille essentiellement sur la jeunesse des QPV. Et en fait, en particulier, j'ai beaucoup travaillé dans un QPV qui s'appelle l'Anglais Senti. Et il n'est pas du tout en marge, parce qu'il est en plein cœur de la métropole, il est au milieu. Donc c'est un quartier, on peut être à Montplaisir-Lumière en 10 minutes à pied. Donc c'est au milieu du reste de la ville. Et pour répondre à la question, moi je parlerais d'exclusion, de discrimination. Et pour ces quartiers, il y a un mot qui me revient beaucoup en tête, c'est le mot ghettoisation. Voilà, on concentre beaucoup de problématiques au même endroit. Alors ça peut s'expliquer de plein de manières, mais en tout cas le résultat est là et ça produit beaucoup de difficultés pour ces jeunes pour évoluer et pour trouver leur place de manière saine dans la ville et dans la société. Et quand vous dites ghettoisation et vous parlez juste avant de tension, cette tension elle est liée justement à cette forme de ghetto qui est créée, de cette société en tension ? Moi, la tension dans laquelle je parle dans mon travail, c'est... alors en fait, pour expliquer un petit peu, mais j'invite les gens à aller voir les photos. Parce que, évidemment. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, je photographie beaucoup des jeunes entre 14 et 25 ans. C'est un moment charnière pour eux, parce que rien n'est décidé. Et en même temps, il y a déjà beaucoup qui s'est joué pour eux souvent. À ce moment-là, donc c'est un moment charnière et c'est pour ça qu'il y a une tension pour moi. Et la tension qui est intéressante, enfin qui m'intéresse moi, c'est que le quartier agit à la fois comme un cocon et un carcan chez eux. Un cocon parce que le quartier il peut être protecteur, il protège notamment des discriminations parce que c'est un endroit qu'on connaît où on se sent bien, mais à la fois un carcan parce que pour s'émanciper, moi je pense en tout cas qu'il faut pouvoir à un moment donné sortir, aller vivre autre chose, aller voir autre chose. Et ça, c'est rendu plus difficile.
Et cette tension, elle existe aussi au sein du groupe d'amis qui se crée. Et moi, j'ai beaucoup photographié, en fait. Voilà, certains appellent ça des bandes de jeunes. Moi, j'aime pas du tout le mot, mais voilà. Julie Bernard, est-ce que la question de la marginalité est également un concept qu'on peut un peu écarter quand on travaille, quand on écoute, quand on discute avec les personnes précaires que vous côtoyez au quotidien ? Alors, c'est pas tant les personnes en question, mais la situation. Ouais. Nous, on a beaucoup travaillé aussi sur l'idée que la ville, et c'est pour ça que peut-être entre ville et métropole, c'est pas très clair dans ma tête, hein. Mais en tout cas, la ville, elle s'est historiquement construite contre. Donc, elle s'est construite dès le Moyen-Âge. Alors, je ne remonte pas avant, mais avec des fortifications. On exclut un étranger supputé envahisseur, etc. Et en fait, cette image, elle va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Et donc, les villes, elles se construisent contre un ennemi. Et cet ennemi, il évolue, mais ça a été le prolétaire, c'est le pauvre, c'est le jeune aussi, en fait, parce que rien n'est fait pour les jeunes, je pense que... Et donc, voilà. Et donc, on l'associe assez rapidement, nous, en tant qu'architectes, au fait que le cadastre, c'est le seul plan considéré comme valable de la représentation de la ville. Donc les architectes et les urbanistes travaillent sur un cadastre qui est un plan inventé par Napoléon pour lever l'impôt. Donc la seule représentation de la ville considérée comme valable, c'est une représentation fiscale de la ville. Et donc moi, j'aime bien appeler les marges tout ce qu'il y a sous le cadastre, quoi. C'est-à-dire quand on gratte, il reste la vie, la vraie, l'hospitalité, alors il y a les marges, et puis il y a les lieux les lieux d'ancrage. On travaille beaucoup sur les bains-douches, sur les bibliothèques, etc., qui sont les lieux d'ancrage de ces marginalités. Mais c'est pas tant les populations elles-mêmes que ce que la ville fabrique, en fait. C'est le verso du cadastre, quoi. Guillaume Gourgue, est-ce que c'est pas aussi, au-delà de la fabrique de la ville, est-ce que c'est pas même le discours politique et médiatique à travers la disqualification de ces populations qui crée une stigmatisation qui est forte et une mise à la marge de ces communautés, de ces populations ? C'est vrai que marge, moi, c'est pas un terme que j'aborde comme un géographe. C'est plutôt un terme que j'aborde comme un sociologue, avec l'idée de dire, finalement, qui aujourd'hui, dans l'espace social d'une ville, est représenté, voit ses intérêts pris en compte par un ensemble, alors certes de discours, mais aussi de décisions publiques, qui a voix au chapitre aujourd'hui dans le débat public. Et si on raisonne comme ça, en fait, ce qui est étonnant, c'est que la marge, elle est grande. C'est-à-dire que finalement, moi, je me retrouve à travailler, quand je travaille sur des dispositifs de participation citoyenne, sur des toutes petites minorités de gens qui participent concrètement. Et ce qui est toujours frappant, c'est de voir à quel point, en sociologie politique, on parle souvent de ce qu'on appelle la double absence des classes populaires. Donc le fait qu'elles ne soient pas là, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, les élus qui viennent des milieux populaires ou qui viennent de milieux vulnérables, précarisés, ouvriers, etc., il y en a de moins en moins, voire il n'y en a plus. Ça, c'est la première absence. Et la deuxième absence, c'est le fait que l'absence des classes populaires ne fasse pas débat. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas vraiment un problème. Aujourd'hui, on n'en est pas tout à fait là. C'est-à-dire que dans les débats sur la participation, il n'y a quand même pas une posture consistant à dire en fait on s'en fout que les plus pauvres ne soient pas impliqués à la participation. On s'en occupe quand même. C'est un problème. Mais de fait, il y a d'un point de vue vraiment systémique, la représentation des intérêts des parties les plus pauvres et plus précarisées des villes, et pas seulement à Lyon, de toute façon est structurellement défaillant dans l'organisation aujourd'hui de la démocratie représentative. On peut faire un pari assez raisonnable sur les prochaines élections municipales, selon lequel il y aura très très peu de gens issus de tout un tas de couches de la société qui représentent pourtant une grande partie de la population sur les listes électorales, tout parti confondu. Et c'est ça qui est un peu étonnant quand on réfléchit en termes de marge, parce qu'on peut aujourd'hui avoir une représentation assez claire sur le fait qu'une toute petite fraction des intérêts sociaux contrôle aujourd'hui les institutions, à voix au chapitre, fait entendre ses intérêts. Donc, à force de travailler sur les marges, moi j'ai l'impression que ces marges sont en fait nous tous, et que finalement, ne serait-ce que d'un point de vue sociologique, on est loin du compte sur la capacité des uns et des autres à se faire représenter et se faire entendre. Et cette double absence, on l'aperçoit, enfin on la voit aussi bien sur des échelles nationales que sur des échelles plutôt locales.
Oui, on la voit très concrètement. Par exemple, quand on suit des dispositifs extrêmement concrets comme les budgets participatifs qui sont apparus à Lyon depuis 2020 et puis à Villeurbanne depuis plus longtemps, à Vaux-en-Velin. On voit à quel point ces dispositifs sont mis en place dans la certitude quasi totale que les classes populaires n'en auront aucun usage. C'est ce qui se passe. Concrètement, on voit bien qui porte les projets dans les budgets participatifs, mais ça pose problème. Ça pose problème, c'est-à-dire qu'il y a un souci quand même constant de celles et ceux qui font les budgets participatifs. Il ne faut jamais voir ces dispositifs, par exemple, comme pétris de cynisme absolu, quoi. Enfin, le fait que les intérêts sociaux les plus fragilisés n'arrivent pas à s'exprimer à travers des outils de participation pose un problème à tout le monde. Il n'y a pas une utilisation complètement cynique et détachée de ces dispositifs. Mais plus on constate ces problèmes, plus on est en incapacité de les résoudre. Et aujourd'hui, je suis vraiment frappé de voir à quel point, ne serait-ce que l'éternel sujet de la jeunesse des quartiers populaires, plus personne du côté institutionnel ne sait comment l'apprendre. Et sachant que dans le même temps, le moindre signe d'auto-organisation un peu vindicatif dans les quartiers est immédiatement perçu comme une menace par toutes les préfectures de France. Donc on a aussi un gros problème de répression des libertés associatives qui du coup tue dans l'œuf des formes d'auto-organisation et d'expression, avec un gros sujet là-dessus. Les élections municipales, c'est aussi l'occasion de mettre ça sur la table. Et donc avec d'un côté des dispositifs participatifs descendants qui se disent mais où sont les jeunes et où sont les pauvres, et de l'autre des logiques répressive assez claire contre l'auto-organisation des jeunes et des pauvres. Donc au bout d'un moment, il va falloir que tout ce petit monde se parle. Julie Bernard. J'avais juste une petite anecdote sur les budgets participatifs, parce que nous, structures associatives, l'Alcan, on les utilise pas mal, à vrai dire. Et on a constaté, donc dans les deux cas, à Lyon et Villeurbanne, on a déposé une création de douche dans un lieu non dédié, à partir du travail de recherche qu'on a mené pendant très longtemps dans les derniers bains-douches. Et en fait, on s'est rendu compte en lisant qui avait déposé les projets, que ce sont souvent les élus, parce qu'ils n'ont plus de budget. Donc, par exemple, refaire la façade du 3e arrondissement de Lyon est un projet déposé dans le cadre du budget participatif de la ville. C'est quand même assez intéressant de voir le décalage qu'il y a, c'est-à-dire que les élus s'en servent pour faire un peu leur projet aussi. Et je voulais juste ajouter par rapport à ce que vous disiez, les budgets qui participent, qui votent finalement. Il y a quand même des initiatives, parfois on se dit on sait faire. Je pense à la Convention citoyenne pour le climat de la métropole de Lyon, où là en fait pour sélectionner les gens, la métropole a pris des critères hyper objectifs et a fait un tirage au sort et après a demandé aux gens de venir. C'est-à-dire que du coup c'était hyper représentatif, il y avait une centaine de personnes. Mais c'était comme quand on est tiré au sort pour être juré d'assises. Vous voyez, c'était vraiment... voilà, vous avez été tiré au sort, venez participer. Et on vous payait le transport et des facilités pour la garde d'enfants, etc. On donnait des solutions aux gens pour participer. Et donc, j'avais trouvé que c'était intéressant comme modalité. Voilà, peut-être, en tout cas, pour aller aussi dire qu'il y a des choses positives. Mais je plus sois aussi sur ce que vous avez dit à la fin, sur les jeunes, quand ils s'organisent, que c'est pas reconnu. Enfin, moi, pour le coup, ça, je le vois, je le photographie. Et c'est important de le relever, merci. Du coup, le mécanisme des conventions citoyennes et le recours au tirage au sort est une réponse un peu pratico-pratique au constat récurrent de manque de diversité sociale dans les publics qui participent. Et effectivement, dans les budgets participatifs, on a beaucoup de gens qui sont pas loin de l'action publique municipale et qui voient bien, qui connaissent les dispositifs et qui s'en servent. Par contre, si on fait le bilan sur Villeurbanne et Lyon, par exemple, il y a quand même une diversité associative assez importante dans les gens qui mobilisent l'outil et qui s'en servent. Mais typiquement, le recours au tirage au sort, là aussi, c'est une solution un peu à court terme pour pallier cette récurrence et qui finit par finalement ne pas interroger la logique d'ensemble de la production de ces dispositifs. C'est-à-dire que finalement, la seule chance qu'on a d'atteindre des publics qu'on n'atteint pas ou de mobiliser des gens qu'on n'atteint pas, c'est les tirer au sort. Et du coup, tout le reste, que ce soit dans les conseils de quartier, les conseils citoyens, les budgets participatifs, tout le reste continue de ronronner au final. Et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point aujourd'hui, on est quand même, et c'est là où je veux insister, on est quand même, de mon point de vue, dans une fin de cycle. C'est que là, cette machine à reproduire et à entretenir des logiques d'exclusion sociale au nom de la participation
et de se rendre un peu aveugle aussi aux effets de répression qui peuvent accompagner, ça c'est terminé. Et là, on est vraiment dans un moment où tout le monde essaye de redéfinir ce que peut être une participation qui s'ouvre à des intérêts sociaux qui sont aujourd'hui mal représentés et qui sont peu écoutés. Et du coup, il y a une multiplication des initiatives. Je pense que les initiatives que vous portez tous les deux sont des exemples de ça. On cherche des solutions pour aller, si ce n'est impliquer très directement tout le temps des gens en forte précarité, au moins que ce qui se passe dans la ville leur serve. Et le projet des bains, bah oui, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'une des valeurs ajoutées quand même de pas mal de projets, par exemple dans les budgets participatifs, c'est qu'il y a des projets qui sont très concrètement utiles pour des populations qu'on entend peu. Et notamment des populations sans domicile fixe, des populations qui n'ont pas accès à des commodités élémentaires dans le cadre de la ville. Donc ça, c'est bien. Mais après, fondamentalement, en fait, la participation reproduit des logiques extrêmement connues dans la sociologie électorale. Les gens qui votent le plus, ce sont les plus aisés, les plus diplômés. Et je précise juste que d'ailleurs, c'est vraiment du détail, on rentre peut-être dans des... Mais le budget participatif de la ville de Lyon, il était impossible de voter avec un téléphone ayant une carte SIM prépayée. Donc en fait, ça a exclu du vote. Alors, pas mal de gens quand même. Au-delà même de déposer les projets et de se sentir concernés, les gens se sont, en l'occurrence, nous sur la question des douches, il y a quand même plein de gens qui se sont sentis concernés et qui n'ont pas pu voter et qui nous ont appelés en disant on ne peut pas voter. J'attrape la balle au vol, Julie, parce qu'on vous parlait des projets des bains-douches. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu là le cas et le travail que vous faites au quotidien ? Alors, on a monté un projet hospitalité, donc qui était une traversée de la métropole par le prisme des hospitalités ou de justement qu'est-ce qu'on voit apparaître sous le cadastre. Assez vite, on est arrivé à l'hypothèse qu'il y a une morphologie de l'habité éclatée. Il y a une morphologie de l'habité qui s'éclate sur le territoire quand on n'a pas de logement conventionnel. Alors, on joue un peu avec ce terme de logement non conventionnel, mais c'est grosso modo le logement indigne et non décent, etc. Mais ça rajoute aussi la nécessité d'avoir accès à des réseaux d'eau, de pouvoir chauffer l'eau chez soi. Parce qu'on peut avoir un appartement, on peut avoir l'eau, mais on peut ne pas avoir l'eau chaude. Donc ça complexifie. Et donc, on s'est dit que quand on était en dehors d'un logement conventionnel, on était contraint de se déplacer pour l'ensemble de ses besoins. Donc on se déplace pour manger, dormir, se laver, faire l'amour, etc., etc. Et donc on a décidé de passer 3, 4, 5 ans, on est un peu lent, au départ on s'est dit 3 ans, mais en fait c'est plutôt 5, dans les différents endroits où peuvent s'exprimer où les gens peuvent répondre à leurs besoins. Donc au bain-douche de Lyon, les derniers, qui sont donc à Gerland. Parce que je pense que c'est très important, en 2018, quand on commence, il y a 150 utilisateurs douches au bain-douche de Lyon. Aujourd'hui, la moyenne a dépassé les 500. Donc on est quand même sur un creusement, une fissure, je ne sais pas comment... Enfin, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'accès à l'eau. Et donc voilà, donc on a mené pendant 5 ans, on va sous forme de résidence là-bas avec une caravane, etc. Et on enregistre les gens, et donc on fait beaucoup de sons en fait. On enregistre, et c'est à partir des récits des personnes, parce qu'on part aussi du principe que ces récits-là ne sont pas entendus. Et donc quand on va avec des réunions à des élus, avec des techniciens de la ville, on emmène toujours du son avec nous. Donc la parole arrive, même si elle ne peut pas être confrontée, etc. Mais en tout cas, la parole arrive, et on force un peu les élus et les techniciens à écouter ces histoires-là. Et à partir de là, on se dit que on arrive à les mobiliser. Et en l'occurrence, le budget participatif de la ville de Villeurbanne et le fait d'avoir mobilisé les élus fait que il y a une douche qui a vu le jour, donc au RISE. Vous pouvez prendre votre douche le vendredi matin. C'est hyper cadré, de 9h à 12h, au RISE, dans une super belle salle de bain. Merci. Je m'aimerais bien revenir un petit peu sur cette question de la double absence avec vous, Igor Ruib. Comment est-ce que cette double absence des classes populaires dans les quartiers, est-ce qu'elle est perçue ? Comment est-ce qu'elle s'exprime ? Et est-ce qu'il y a des revendications contre ça est-ce que vous avez pu entendre dans les discours des jeunes avec qui vous avez travaillé ? Vous pouvez me rappeler la double absence ? Oui, pardon, moi je balance des trucs, puis après Non, la double absence, c'était le fait que, en une phrase, c'est que les pauvres sont pas là, et que le fait qu'ils soient pas là n'est pas un problème. Ok, merci. Voilà. Ouais, alors je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses. Ce que je vois, c'est que ces jeunes gens que j'ai beaucoup photographiés, ils sont un peu désabusés. Ils croient pas trop au système, pour le dire ainsi. Ils se situent aussi dans des mondes et des sphères qui sont un peu nouveaux. Je pense aux réseaux sociaux.
Ça, c'est un vrai phénomène et je pense réellement que ça change des choses concrètes dans leur vie et dans les opportunités et dans les projections qui se font pour leur avenir. Ça, c'est des vraies questions. Maintenant, il y en a beaucoup qui ne se posent pas trop cette question, étonnamment. Et c'est peut-être que là que je peux être un peu utile en venant de manière très extérieure. Parce que moi, en fait, j'ai grandi au nord de Lyon, dans un village qui est l'inverse. Voilà, Langlais-Santi, il y a 95% de logement social. Le village dans lequel j'ai grandi, il y a 4%. Voilà. Tous les deux sont dans la métropole. Donc, ça en dit long. Après, je pense qu'ils prennent beaucoup la parole grâce au réseau, sur les réseaux. Je pense à quelqu'un qui s'appelle Ferris Barkat, qui est très intéressant, qui vient de Banlieue Climat. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose, en effet, qui est en train de changer. Je suis assez d'accord quand j'entends fin de cycle. J'ai envie d'être d'accord. J'ai envie de me dire qu'on va enfin évoluer et de manière rapide sur ces questions-là. Voilà. Après, pour revenir à mes jeunes, que j'aime beaucoup, ouais, j'aimerais bien qu'ils croient un peu plus aux outils tels que le vote, etc. Parce que ils ont de quoi dire, ils ont de quoi s'exprimer, mais de manière un peu désabusée, ils y vont pas toujours. C'est un peu dommage. Moi, je suis pas là pour leur dire de quoi faire. Et le problème, c'est qu'après, on a l'impression que dans les médias, l'idée qui est donnée, c'est qu'ils s'expriment qu'en cassant des voitures, ce qui est pas du tout vrai, en fait. Et ce qui peut aussi se comprendre au bout d'un moment quand on est très en colère et qu'on n'est jamais écouté, qu'on n'a pas d'espace pour s'exprimer, que ce soit la colère qui sorte. Voilà. Du coup, je me permets de prolonger parce qu'on est un peu au milieu de ce qui est sur la table aujourd'hui en termes de discussion sur qu'est-ce qu'on fait là de tout ça, notamment pour redonner confiance à des gens, aussi loin soient-ils de l'espace public et de l'engagement. Comment on peut essayer de les convaincre qu'il y a quand même quelque chose à faire. Et une des propositions qui circule beaucoup et qui vient pour le coup de Lyon. C'est une proposition qui est beaucoup portée par des activistes et des collègues à Lyon et dans lequel moi je me retrouve bien. C'est tout ce qui tourne autour du droit d'interpellation. C'est-à-dire de renverser un peu la logique en disant on est allé trop loin dans une conception de la participation citoyenne comme étant un devoir et comme étant une offre en disant bah voilà, on a mis en place tout un tas de dispositifs de participation qui sont comme ci, qui sont comme ça, et puis bah, vous allez rentrer dedans. Et donc, vous allez participer comme ci, comme ça. Et renverser la logique en termes de droit d'interpellation, ça peut, par exemple, passer par des mécanismes qui sont expérimentés, alors qu'ils l'ont été à Madrid, qu'ils l'ont été à Grenoble, qu'ils l'ont été... avec l'idée de dire, on doit pouvoir rendre les institutions publiques interpellables, c'est-à-dire qu'elles peuvent... bien vivre le fait que des gens les interpellent sur des problèmes ou des revendications à des échelles très petites. Donc, pas tout de suite aller sur des formes de référendum d'initiative citoyenne ou de votation à grande échelle, mais tout simplement à l'échelle d'un quartier, d'un pâté de maison, j'en sais rien, d'un conseil de quartier, et bien qu'un mécanisme pétitionnaire puisse interpeller l'administration, les élus, à partir de ce qui pose problème, de ce qui préoccupe les gens, les jeunes, moins jeunes, peu importe. Et avec l'idée que le fait d'expérimenter ça, le fait d'expérimenter une réponse des institutions, que les institutions apparaissent comme quelque chose qu'on peut saisir et vers lesquels on a le droit de se tourner, parce que c'est un droit, au même titre que d'autres droits politiques, et ben peut-être que ça peut amener des solutions. Ça ne va pas être la baguette magique, hein, on ne va pas redonner confiance à tout le monde, mais là, puisque la discussion c'est qu'est-ce qu'on fait de toute cette armature participative aujourd'hui, puisque manifestement on n'arrive pas à toucher tout un tas de marges ou de publics précaires, pourquoi pas renverser la logique autour de cette problématique des droits et de faire rentrer la participation citoyenne dans ce vocabulaire du droit. Et comment on fait pour faire en sorte, pour être sûr en fait que les élus s'emparent de ce sujet et de cette interpellation et juste ne passent pas une communication puis la mettent sous la table une fois interpellés? C'est là que je dois confesser ma naïveté de politiste. Il faut croire aux politiques. Si on ne croit pas aux institutions et aux procédures, ça va être difficile de vivre en démocratie. Donc moi, la seule chose que... La démocratie, c'est du droit, de la procédure et des règles. Donc à partir du moment où on adhère à ça, on essaye... Alors, le risque, c'est l'usine à gaz. Hein. Un très bon exemple de ça, ça a été Madrid, hein, qui avait fait un formidable droit de pétition sur ce modèle-là, très ascendant, très remonté des problèmes. Il y a eu 2 pétitions.
à Madrid, les gens ne se sont pas saisis de l'outil parce qu'il était trop compliqué. Donc il y a beaucoup de choses à penser et à faire pour ramener les choses à une échelle manipulable. Vous voyez, par exemple, quand je vis dans mon quartier et que je me dis qu'à 50 signatures d'une pétition, j'enclenche une procédure qui oblige les institutions publiques à apporter une réponse à mon problème, je me projette. Parce que ça se trouve, 50 personnes dans mon quartier, je les connais. Quand on fait 500 personnes sur le même dispositif, je me projette moins. Et du coup, tout est une question de ramener ça à une échelle très concrète dans la vie quotidienne des gens, en leur disant vous avez le droit de vous exprimer et de participer de cette manière, qui peut être une manière conflictuelle, qui peut être une manière désagréable pour les institutions, mais c'est un droit qu'on vous confie. Et là, on renvoie la balle aux politiques en disant c'est les campagnes des municipales, donc pourquoi pas faire des propositions dans ce sens. Et je crois que Grégory Doucet a proposé 30 000 ce matin. Oui, voilà, alors c'est le genre de seuil où on se dit, 30 000, quoi. C'est beaucoup. Et puis ça présuppose quand même qu'on aurait envie que l'ordre change. Or, l'ordre en place ne changera pas. C'est-à-dire que ça présuppose que... Parce que c'est une chose de faire remonter. C'est une chose d'entendre et d'arriver à se déplacer. Ça supposerait, ce qui, moi, me laisse un peu perplexe, mais que les institutions se modifient tellement qu'elle laisse la place à l'affect, parce que je l'emploierai pas tout à fait de la même façon que Claire Desfosses, mais ça, c'est comment on accepte que quelqu'un en face ne soit pas d'accord, et d'autres propositions, et qu'on se déplace. Et je sais pas si c'est... je suis inquiète. Ouais, voilà, moi je suis naïf, quoi. Je suis naïf, et surtout, encore une fois, je parle depuis ma posture de recherche, qui consiste à dire que la démocratie, c'est le régime par excellence instable et jamais terminé. C'est-à-dire que faire bouger les lignes institutionnelles, c'est le cœur même du projet démocratique tel qu'il a toujours existé. Donc aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la défendre, je me dis que la défendre comme ça peut être pas mal. Mais alors est-ce que ça va marcher ? J'en sais rien. Après, je fais une petite aparté, parce que c'est surtout moi le territoire du 8e arrondissement que je connais le mieux. Et ils ont quand même la chance d'avoir un maire, je tiens à le souligner, qui est beaucoup sur le terrain, réellement. Franchement, je suis assez étonné à chaque fois. Je suis là, il arrive en vélo, tout seul, à Mont. Et du coup, en fait, ça ne résout pas tout, parce que le gars, le maire, il est là, il est au courant, il dialogue, il y va, il a ce mérite-là. Mais j'ai l'impression que sa marge d'action réelle, ses pouvoirs réels sont très limités, finalement, pour régler les problématiques des gens, en fait. Et moi, en fait, ce que je me dis, là, c'est que... en tout cas, sur les quartiers, on a concentré trop de problèmes au même endroit. Et donc, tant qu'il y aura autant de problèmes de divers ordres au même endroit, on n'y arrivera pas. Il faut créer de la mixité. La carte scolaire, certains collèges, c'est pas possible. Il faut changer. D'ailleurs, la métropole, elle peut changer la carte scolaire. Elle a des pouvoirs là-dessus. Donc, ça commence par là. Ça commence par recréer de la vraie mixité. Pas mettre que des gens pauvres et qui ont plein de soucis ensemble. Et il faut... moi, dans mon village, on a la place d'accueillir. Vous voyez ? Donc, non, mais c'est réel. Ma fille grandit dans l'école où moi, je suis allé. C'est hyper privilégié. Je suis très content qu'elle soit là. Mais j'ai aussi ce souci qu'elle puisse être ouverte un peu sur le monde, quoi. Et il se trouve qu'il y a un CADA dans le village, et donc il y a des enfants qui viennent de ce CADA, et en fait pour elle c'est une vraie ouverture. Et ces enfants-là, je pense que c'est intéressant aussi qu'ils puissent être dans ce contexte, et pas juste avec que des primo-arrivants. Vous voyez, c'est pas possible, ça. Après, dans votre exposition, vous ne parlez pas que justement de ces difficultés, vous parlez aussi d'initiatives et d'auto-organisations qui sont porteuses d'espoir. Je pense notamment à la Cannes des quartiers, qui est un moment qui rassemble, du coup, si je comprends bien, les différents quartiers, enfin les différentes communautés des quartiers à travers des matchs de football. Oui, alors là je suis très... Ouais, pardon. Non, si vous voulez rajouter peut-être... Non, je m'emballe. Je suis très critique, mais en fait je suis très critique envers le système comme ce qu'il a créé, quoi, ces ghettos. Par contre, je peux être aussi très critique sur l'image qu'il y a qui est donnée des quartiers populaires. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que c'est vraiment pas comme ce qu'on peut véhiculer dans les médias. Il y a une attention déjà pour son quartier, son environnement qu'on n'a pas. Moi, j'ai jamais connu ça dans tous les endroits où j'ai vécu, que ce soit la Croix-Rousse, d'autres endroits, Jean Massé.
Jamais on se dit qu'est-ce qui se passe dans mon quartier et on réfléchit à son quartier, pas tant. Hein. Par contre, les habitants des quartiers populaires, on les renvoie toujours à réfléchir sur leur quartier, à réfléchir sur leur endroit. Enfin, ça pose quand même question. Il y a une solidarité, il y a une attache, il y a des valeurs autour de la famille hyper intéressantes et autour du prendre soin des personnes âgées. Je pense qu'il y a beaucoup de valeurs qu'on pourrait aller chercher et dont on pourrait s'inspirer pour notre société, si on était un petit peu plus ouvert. Et cette histoire, moi, de la canne des quartiers, elle m'a intéressé parce qu'elle m'a fait penser forcément à un sujet qui a été traité par l'ALCA, parce que l'ALCA est collaborateur de Radio Anthropocène et a fait un sujet sur la Homeless World Cup que j'aimerais bien vous faire écouter, si on peut déborder un petit peu le temps imparti pour l'émission. Vous faire écouter cet extrait, notamment parce qu'il permet aussi, dans cette émission, de donner la parole à des personnes dont on parle aujourd'hui, qui ne sont pas représentées sur le plateau, et on avait à cœur de le faire quand même un petit peu, malheureusement, parce que ça pose quand même certaines questions éthiques, et on s'excuse de ne pas avoir réussi à inviter des personnes qui représenteraient les populations et les communautés dont on parle. Donc je vous propose d'écouter cet extrait de Récits de vie et Récits de ville. L'ALCA, laboratoire, architecte, lutteur, chercheur, artiste. Les récits de ville sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. D'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de comprendre les habitudes de l'habité précaire et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités et du devenir des espaces communs, pose ses micros à Clermont-Ferrand, entre le lieu-dit et l'accueil de jour du collectif Partage et Projet, pour parler lieu de vie, rêve, repos et espace refuge. Aujourd'hui, Samy nous parle de sport. Il a fait le marathon d'Annecy et celui de Tours. Il a fait toute la saison des crosses. Il nous le dit, il a besoin de sport et de nature. D'ailleurs, avec sa femme et son malinois, ils partent le week-end prochain pêcher la carpe au bord d'un lac. Et quand ce n'est pas au bord d'un lac, c'est dans les montagnes qu'ils aiment se promener. Moi, je m'appelle Samy, je suis originaire de la Haute-Savoie. Et du coup, un jour, je suis arrivé à Clermont-Ferrand, comme ça. Et puis, j'y suis resté. Ça fait 15 ans que j'y suis. Donc, de 2011, quand je suis arrivé, jusqu'à mes 2017-2018, jusqu'à la dernière Coupe du Monde où on a gagné, ça a été la prison. J'ai fait plein de conneries. Je vivais dans la rue. Enfin, j'ai vécu dans la rue des années. Je dormais là, ici. Là. Tu vois où c'est qu'il y a... En fait, ici, il y avait un hall avant. Tu sais, ça a été retapé un peu l'accueil. Et moi, je dormais ici. L'ancien directeur, il ne voulait pas, mais je dormais quand même ici. Et du coup, il y avait le préau, il y avait une table de ping-pong. Donc moi, je mettais une table de ping-pong comme ça me cachait de la vieille, là. Et puis, je mettais des couvertures dehors, tout ça. Voilà. J'étais bien, quoi. Vous savez, aujourd'hui, j'ai complètement une autre vie. Hein. Moi, ma vie a complètement changé. Mais aujourd'hui, j'ai plus de troubles de sommeil dans ma vie normale que quand je dormais dans la rue. Moi, quand je dormais dans la rue, pas pour dire que dormir dans la rue, c'est bien, hein, mais j'ai toujours eu un bon sommeil. Ici, je dormais normalement, quoi. Je dormais du soir au matin. Voilà, et puis j'avais pas de trouble du sommeil. J'ai grandi ici, j'ai travaillé ici, dans cet accueil de jour, j'ai un peu tout fait. Et aujourd'hui, je viens boire mon café. Moi, je suis livreur. Hein. Je suis livreur toute la semaine, je bosse pas le jeudi, c'est pour ça que je suis là. Ma femme, je l'ai rencontrée il y a 15 ans au Resto du Cœur, juste au-dessus, là. Elle est allée chercher un colis, et moi je la regardais, je dis toi t'es belle, et puis voilà. Et puis voilà, ça fait 15 ans que je suis toujours avec elle. Maintenant on a complètement une autre vie, elle est à AES. Elle s'occupe des enfants handicapés, autistes, tout ça à Vertaison. Et moi je suis livreur, voilà, sportif, tout ça, dont pourquoi ma vie elle a un petit peu changé. Pas que, mais un jour, il y avait un tournoi de foot à Montpellier, tout ça, et je dis, on y va. Et j'ai joué, tout ça, machin, et à un moment, le soir, on vient me voir, on me dit, Samy, tiens, il y a les responsables du tournoi qui veulent te parler. Donc en fait, je savais pas, mais j'étais venu pour une sélection, et voilà, il m'a dit, écoute, cette année, il y a la Coupe du Monde au Mexique, la Homeless World Cup, c'est la Coupe du Monde des sans-abri. Comment vous expliquer ? C'est un projet qui a été créé par deux hommes, Harald Schmidt qui est décédé maintenant, et Mel Young. En Afrique du Sud, ils parlaient de ça, de faire une Coupe du Monde des sans-abri, c'est-à-dire dans chaque pays, aller chercher les communautés qui sont un peu reclus, les exclus, tout ça. Ces hommes-là, ils ont pu commencer à parler de ça. Donc il y a les premiers Homeless World Cup qui ont commencé. Et nous, on a commencé à Mexico. On est 7 joueurs à partir.
Donc 7 joueurs qui ont été pris de Montpellier, de un peu partout, tout ça. Juste avant de prendre le vol pour Mexico, une dernière semaine de préparation pour la cohésion, s'entraîner, mettre les choses en place, parce que c'est du 4 contre 4, c'est pas du foot 11-11 ou du 5-5, c'est vraiment encore un autre contexte différent. Donc là, on est parti pour Mexico City. Moi, c'était incroyable, j'étais dans la rue. Enfin, je veux dire, je dormais encore par terre, moi. Et je me suis retrouvé à Mexico City. Et moi, parce qu'avant de partir, quand nous, on a préparé le truc avec Montpellier, moi, c'était déjà payé, c'était dans l'organisation de la Homeless World Cup. Mais moi, je me suis dit, avec l'ancien directeur ici, je dis, pourquoi on ne ramènerait pas des gens de la rue avec nous? Avec Monsieur Perrin, j'ai fait des conférences à Michelin, devant les cadres de Michelin, j'aurais raconté ce projet-là. Et on a récolté 15 000 €, un peu plus, et on a ramené 10 personnes de la rue ici. Là-bas, on a fait la Coupe du Monde, qui s'est avéré très dur sportivement pour nous, parce qu'on ne savait pas qu'on était à 2200, enfin on le savait, mais ça a été très dur de s'acclimater, parce qu'on arrivait un jour avant et le lendemain on jouait. Et croyez-moi, quand vous jouez à 300 d'altitude et que vous jouez à 2200 d'altitude, c'est plus du tout la même chose. Et du coup, on a fait la Homeless. Nous, on a fait la petite finale et on a gagné la petite finale, la Coupe Harald Schmid. Et voilà, je pense qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Ma vie a complètement changé. Je suis rentré dans le monde du travail déjà, parce que le monde du travail, c'est important. Et ce projet, la Homeless World Cup, c'est presque un prétexte, le sport, en fait, dans l'histoire, même si le sport, après, c'est comme un embouteillage. Le cerveau humain, le sang a besoin de circuler. C'est pour ça que David continue avec ce projet. Ce projet, la Homeless World Cup, c'est super. Retrouvez tous les sons sur lalca.org. Julie Bernard, peut-être une réaction, une explication de texte et de projet à travers ces récits de vie, récits de ville? Alors moi, je précise qu'à chaque fois que je les écoute, il y a des récits que j'écoute depuis 2018, 4 fois par an. Enfin, je veux dire, je suis toujours émerveillée par ce que les gens racontent, donc on ne se lasse jamais de les écouter. Et je précise aussi que c'est en tant qu'architecte qu'on est arrivé à faire du son. Parce qu'en fait, quand on écoute ces récits, moi, je trouve qu'ils sont porteurs de plein de solutions techniques, de plein de solutions architecturales, même donc de questions aussi de démocratie. Enfin, je trouve qu'il y a tout là-dedans. Voilà. Mais donc, et en l'occurrence, donc on l'a enregistré à Clermont-Ferrand. Dans l'idée, donc Clermont-Ferrand, il y a un lieu qui est en train de voir le jour qui s'appelle le Lieu-dit, qui ça fait 5 ans qu'il voit le jour. C'est une sorte de squat, mais municipal. Donc c'est vraiment géré par la collectivité. Et on s'est demandé comment ce lieu pouvait aussi s'ouvrir à des personnes de la rue, pour faire un peu court. Et donc on a monté ce partenariat avec l'accueil de jours partagés projets pour essayer, en fait c'était plutôt dans ce sens-là, pour essayer de faire en sorte qu'ils aident les chargés de mission du lieu-dit à ouvrir des salles de repos et de répit au sein du lieu-dit. C'est-à-dire sortir, c'est la même idée que la douche dans un lieu non dédié, quoi. Comment on fait pour aller dans des lieux qui sont, quand on est à la rue, qui ne sont pas pensés ou faits pour nous? Parce que normalement, on est dans les CCS, dans les accueils de jour, tout est cadenassé, c'est là qu'on va, c'est pas ailleurs. Et nous, c'est toujours là qu'on intervient, c'est de se dire, bah non, on va aller dans une douche, dans un lieu culturel. On va faire une salle de repos dans un lieu culturel aussi. C'est plutôt les lieux culturels d'ailleurs. Mais dans les mairies, moi je rêverais que les mairies, elles ouvrent, ça soit des vraies maisons du peuple. Enfin, je veux dire qu'on puisse y trouver des douches, des espaces pour s'allonger. C'est en ça qu'on devrait, enfin c'est vers ça qu'on devrait aller, je pense. Et donc ce récit me fait toujours, voilà. Merci en tout cas de l'écouter. Messieurs, une réaction? Oui. Et moi je veux bien aller faire des photos sur la coupe du monde homeless. Guillaume Gourde, peut-être une réaction à cet extrait? Cet extrait, il est formidable. Sachant qu'effectivement, jouer au foot à 2200 mètres d'altitude, ça doit être vraiment compliqué. Mais plus sérieusement, en gros, on en est aussi arrivé à un moment où il va falloir défendre des choses aussi élémentaires que le travail associatif qui rend tout ça possible. C'est-à-dire qu'il... Tout à l'heure, je parlais de droit d'interpellation. Je ne suis pas non plus dans une espèce de spontanéisme en disant bah oui, on va mettre des droits comme ça et puis les gens ils vont s'en servir. Pas du tout. Et aujourd'hui, on voit à quel point les structures associatives, les structures syndicales, qui sont des vrais acteurs de la ville, qui existent, qui sont là, qui agissent, sont dans des difficultés absolument terribles. Et une des priorités absolues par les temps qui courent, c'est quand même, il me semble, de remettre à l'ordre du jour cette capacité d'action de ces structures-là, qui peuvent aussi constituer des formes de contre-pouvoir et qui peuvent accompagner tout un tas de gens
dans les premières étapes qui vont les amener aussi à réaliser qu'ils ont des droits politiques, qu'ils ont des droits civiques, mais souvent dans des situations de très grande précarité, c'est pas facile quoi, de se projeter dans tout ça. Et du coup, c'est cette idée finalement de défendre les libertés associatives, l'action associative, de redonner leur place à toutes ces organisations-là qui trament la ville et qui peuvent faire en sorte que les gens se sentent autorisés à prendre la parole et à intervenir, ça semble... Et c'est fou qu'on en arrive à 2026 à dire des choses comme ça. Enfin, on devrait être sur des acquis qui ne le sont malheureusement pas. Donc voilà, au moins ça remet les points sur les i sur l'ordre des priorités dans ce qu'on veut faire dans un horizon de démocratisation d'une ville, quoi. Ça le met aussi pardon, je ne trouve pas mes mots, mais il y a aussi un grand mot. Alors moi, je viens plutôt de la question culturelle, mais il y a le grand mot du droit culturel. Personne ne sait trop ce qu'il y a dedans, ni ce que ça raconte. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que des collectifs comme CPP, comme plein de gens, en fait, sont complètement là-dedans, mais ne sont jamais cités ou ne sont jamais interviewés ou mis en avant quand on parle de droit culturel. Quand on parle de droit culturel, c'est finalement toujours des grosses institutions culturelles qui viennent parler. Et c'est très peu ces structures qui font un travail. J'essayais de chercher le nom du groupe, mais ils ont aussi sorti un groupe de rap qui fait des tournées. Hein. C'est assez fou. J'ai perdu le nom, je le retrouverai. Mais... On arrive malheureusement à la fin de notre échange. En tout cas, un grand merci à tous les trois pour cette discussion. Julie Bernard, je rappelle que vous êtes donc architecte, vous faites partie de l'ALCA. Est-ce que vous avez une actualité à nous partager ? Pas vraiment, pas forcément. On a les 2 plateaux radio qui ont été faits à la bibliothèque et qui seront bientôt en ligne sur Radio Anthropocène. Voilà, on peut dire ça. On peut retrouver l'ALCA très régulièrement sur les ondes et en podcast sur Radio Anthropocène, radio-anthropocène.fr. Hugo Rib, donc vous êtes photographe au sein du collectif Item. Et donc peut-être en quelques mots, cette exposition au pied du mur, quand est-ce que ça ouvre, où est-ce que c'est, et qu'est-ce que vous y racontez et montrez surtout. J'y montre, venez voir et vous verrez. Hein, j'y montre un complément de ce que j'ai essayé de dire à ce micro. Elle ouvre le 2 février, tout le mois de février, à la BU de Lyon 3. De la Manufacture des tabacs. Voilà, en dessous de la BU, c'est gratuit, c'est toute la semaine. Et il y aura une section d'images et des histoires. Est-ce qu'il y a d'autres actualités qu'on peut partager ? Non, pour l'instant, on se retrouve à la BU de Lyon 3 à la Manufacture des tabacs à partir du 2 février. Et enfin, Guillaume Gourgue, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Lyon 2. Est-ce que vous avez une actualité ? Une actualité, c'est beaucoup dire. J'ai participé à un petit bouquin qui sort le 8 février aux éditions du Bordelot, qui s'appelle « Une autre commune est possible », sous la supervision de Timothée Duverger, où on s'est prêté à l'exercice dans des champs assez différents, à une série de propositions de ce à quoi pourrait ressembler la démocratie locale, la ville, etc. Donc normalement c'est un petit bouquin vite lu et pas cher pour faire circuler des idées dans les campagnes municipales. Et voilà. Et donc allez l'acheter à partir du 8 février, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Merci beaucoup à tous les trois. Merci au Master GTDL pour son accueil et à vous toutes et à vous tous pour votre écoute. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos discussions du jour sur le site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Bonne journée et à bientôt sur Radio Anthropocène. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.